Bonjour à tous, donc aujourd'hui je voudrais parler d'un arrêt qui a été rendu donc aujourd'hui, un arrêt qui est amusant parce que je ne savais pas que la Cour de cassation en juin 2021 statuait encore sur des questions relatives au trésor. Alors qu'est-ce qui constitue un trésor d'un point de vue juridique? C'est ce à quoi la Cour de cassation a répondu dans cet arrêt et ça va nous permettre de faire un peu le point sur le régime juridique du trésor et la jurisprudence relative au trésor. Alors, revenons dans le Code civil d'abord, si vous voulez bien. Le trésor, il se situe où? Il se situe dans les tout premiers articles du livre 3 sur les différentes manières dont on acquiert la propriété. On acquiert la propriété de quelle manière? Par succession, par donation, nous dit le Code civil, et par l'effet des obligations, donc tous les contrats, la vente, etc. L'article du Code civil, le Code civil nous dit ensuite qu'on peut également acquérir par accession, incorporation et par prescription. Ça, ce sont d'autres règles du droit des biens sur lesquelles je ne vais pas revenir. On parle après des biens qui n'ont pas de maître, dont on sait qu'ils appartiennent donc à la commune. On parle ensuite des choses, des res nullius, les choses qui n'appartiennent à personne, l'air par exemple que l'on respire. On parle aussi du droit de pêche et du droit de chasse qui sont soumises à des réglementations spéciales. Et juste après, vous avez cet article 716 qui nous parle du trésor. Alors le trésor, si vous reprenez en fait l'article, il est construit donc d'une manière un peu étrange. En fait, la définition, elle se situe dans l'alinéa 2. Le trésor, c'est toute chose qui est cachée, d'accord, sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard. Il y a donc 3 conditions cumulatives pour qu'on soit en présence d'un trésor. Il faut d'abord que ce soit caché ou enfoui, que personne ne puisse en revendiquer la propriété, et enfin, qu'elle soit découverte de manière fortuite. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Eh bien, le Code civil nous dit, dans le premier alinéa, que la propriété du trésor, elle appartient entièrement à l'inventeur du trésor. D'accord? Celui qui trouve un trésor dans son propre fonds, eh bien, en fait, il en est le propriétaire. Et si c'est quelqu'un, un ouvrier, par exemple, qui le trouve sur votre fonds à vous, eh bien, on nous dit que dans ce cas-là, en fait, il y a un partage de la propriété du trésor par moitié. D'accord? Donc, si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, par un ouvrier, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds. Et donc vous voyez bien que le nœud en fait du contentieux, c'est justement sur ce partage du trésor. Si vous regardez maintenant dans le Code civil, j'ai pris le Code Dalloz, parce que voilà, c'était le plus facile à trouver, vous allez vous rendre compte que en fait, la jurisprudence relative à l'article 716 du Code civil, elle est assez restreinte. On ne recense que tous ces arrêts-là, et vous voyez qu'il y a beaucoup d'arrêts qui sont des arrêts de cour d'appel, de TGI. Voilà, donc il y a très peu d'arrêts de la Cour de cassation, et je vous propose donc de regarder un peu ce que nous dit la jurisprudence de la Cour de cassation là-dessus. Donc si vous reprenez mon moteur de recherche, enfin le moteur de recherche sur lequel je suis en train de travailler, je vous donnerai d'ailleurs la référence sous cette vidéo. Vous pouvez faire donc une recherche avec article 700, donc j'ai mis le numéro de l'article, j'ai mis Code civil, j'ai mis un opérateur de proximité de 10, comme ça on est sûr que même si les termes ne sont pas exactement accolés, c'est assez large et en même temps pas trop large pour identifier tous les arrêts dans lesquels il y aurait ces termes qui seraient assez proches. Et j'ai bien évidemment rajouté le mot trésor, parce que le mot trésor, c'est celui qui est le plus important. Et vous voyez même qu'avec ce type de recherche, là, on n'obtient que 14 résultats, donc il y a au mieux 14 arrêts de la Cour de cassation, et vous voyez que déjà, dans certains des résultats que j'ai récupérés, il y a des arrêts qui ne nous intéressent pas, puisqu'on nous parle de l'article 716 du Code de procédure civile. Ce qui fait qu'au final, dans une jurisprudence comme celle-ci, vous allez voir que, vous voyez, il n'y a pas énormément d'arrêts, et on arrive tout de suite sur les arrêts qui sont écrits en majuscules, c'est-à-dire des arrêts anciens, des arrêts des années 70. D'accord? Donc, voilà. Il n'y a pas tant d'arrêts que ça. Je vous en ai d'ailleurs fait une synthèse, donc voilà la requête que j'ai utilisée, et
que nous disent donc ces arrêts de la Cour de cassation avant qu'on arrive à l'arrêt du 16 juin 2021. Dernier arrêt important, donc c'est un arrêt de la première chambre civile qui est un arrêt publié au bulletin, dans lequel on nous dit celui qui découvre en fait un trésor, eh bien, il sait parfaitement, il a nécessairement conscience au moment de la découverte qu'il n'est pas le propriétaire de cette chose et que donc il ne peut pas être considéré comme un possesseur de bonne foi. Alors vous savez que quand on est possesseur de bonne foi, eh bien il y a des règles de prescription qui sont abrégées. Et donc ces règles de prescription abrégées de l'article 2276 ne s'appliquent pas vis-à-vis de l'inventeur d'un trésor. Ce qui fait que là, en l'occurrence, vous aviez donc deux époux qui avaient découvert des lingots, et vous allez voir que dans l'arrêt qu'on va analyser après, c'est encore une fois une histoire de lingots. Donc ils avaient découvert dans le jardin de leur propriété des lingots, et les précédents propriétaires, donc ceux qui avaient vendu en fait la maison, avaient revendiqué donc ces lingots. Ils avaient revendiqué ces lingots et nous dit la Cour de cassation dans cet arrêt de 2018, la propriété en fait de ces lingots, elle peut être rapportée par tout moyen. Et là en l'occurrence, les vendeurs donc avaient rapporté la propriété, la preuve de la propriété de ces lingots, ce qui fait qu'on ne peut pas faire jouer donc l'article 716 du Code de procédure civile, puisque je vous ai dit qu'il y avait 3 conditions cumulatives. Il faut que la chose soit cachée ou enfouie, ce qui a été le cas, et il faut que personne ne puisse justifier de sa propriété, et cette deuxième condition en l'occurrence faisait défaut, puisque les précédents vendeurs ont réussi à établir la propriété de ces lingots. Donc voilà, sur ces 3 conditions, vous voyez, la deuxième faisait défaut, et c'est souvent, en fait, dans le contentieux de la Cour de cassation, c'est souvent ce qui apparaît, c'est que, en fait, la deuxième condition, parfois, une des deux parties arrive à revendiquer, en fait, la propriété du trésor qui a été découvert. Vous avez également donc un arrêt de 2017 qui lui aussi est un arrêt publié, j'ai oublié de le mentionner, enfin le B ça veut dire que c'est publié. Qu'est-ce qu'on nous avait dit dans cet arrêt en fait? Donc là on nous rappelle à nouveau donc la définition donc du trésor. Et l'arrêt qui est important ici, c'est que en l'occurrence, et c'est pour ça que je vous ai rappelé les faits là dans le premier paragraphe, vous aviez en fait un brocanteur qui avait acheté un tableau. Et dans ce tableau, en fait, il l'a confié après à quelqu'un pour le restaurer. On a découvert que derrière, en fait, la première couche de peinture, il y avait un autre tableau. Un tableau qui était attribuable au peintre Jean Malouel, et que le Louvre avait préempté donc ce tableau au prix de 7,8 millions d'euros. Et vous voyez que le restaurateur du tableau, il prétendait être l'inventeur de ce tableau, c'est-à-dire qu'il prétendait avoir découvert que derrière la couche extérieure donc, du tableau qui n'avait absolument aucune valeur, se trouvait en fait ce magnifique tableau attribuable à Jean Malouel. Et la Cour de cassation lui dit non, on ne peut pas du tout raisonner comme ça parce que seuls peuvent recevoir la qualification de trésor les choses corporelles qui sont matériellement dissociables du fond dans lequel elles ont été trouvées et comme telles susceptibles d'appropriation. Et c'est ça qui est important puisque là, en l'occurrence, vous voyez qu'il n'y a qu'un seul meuble, chose mobilière entre guillemets, c'est donc ce tableau peint sur bois. Et on ne peut pas dissocier en fait le tableau de Jean Malouel qui a été découvert derrière la première couche de peinture du reste de ce tableau pour bois. Donc il ne peut pas y avoir en fait d'inventeur du trésor puisque pour qu'il y ait un inventeur du trésor, il faut qu'on puisse dissocier le trésor de là où il est caché. Et là en l'occurrence c'est pas possible puisque la peinture elle est justement peinte sur le tableau en bois. Donc c'est un arrêt qui est assez amusant de la chambre civile de ce point de vue-là. Vous avez également un gros contentieux en fait en pénal, d'accord? Donc là vous avez un arrêt publié de 1990 de ce point de vue-là. Là ce qui est intéressant dans cet arrêt, c'est que vous avez en fait une société qui disait qu'elle était donc le commettant
de ceux qui avaient découvert en fait le trésor, et donc elle était donc l'inventeur du trésor en tant que personne morale qui avait dit aux ouvriers vous allez faire des travaux dans cette maison, et c'est à l'occasion de ces travaux-là que le trésor a été découvert. Donc la question qui est posée là, c'est de savoir est-ce que l'inventeur en fait d'un trésor c'est nécessairement une personne physique ou est-ce que ça peut être une personne morale? Et je vous passe les détails en fait de tout ça. En l'occurrence, ce que nous dit la Cour de cassation après, c'est qu'elle approuve en fait les juridictions du fond d'avoir dit que, eh bien en fait, la société ne pouvait pas, en tant que personne morale, avoir la qualité d'inventeur. D'accord? Donc cet arrêt, voilà. On nous dit, l'inventeur d'un trésor s'entend de celui qui, par le seul effet du hasard, met le trésor à découvert, serait-il au service d'une entreprise dès lors que les travaux ayant conduit à la découverte n'ont pas été effectués à cette fin? Donc ça, c'est très important, cette incidente de la Cour de cassation à la fin. Ça vous montre que l'inventeur d'un trésor, c'est nécessairement une personne physique, parce que c'est elle qui, par hasard, va découvrir le trésor. Sauf dans une hypothèse très particulière qui serait celle d'une entreprise dont l'objet social, dont l'activité principale et essentielle, ça serait de découvrir des trésors. D'accord ? Mais si vous n'êtes pas dans cette situation particulière d'une entreprise dont l'activité c'est de découvrir des trésors, si vous êtes simplement, et comme c'est toujours le cas dans les arrêts de la Cour de cassation sur cette question, si vous êtes juste dans le cadre d'une entreprise de BTP qui va intervenir chez un particulier ou auprès d'une autre entreprise pour faire des travaux de BTP, eh bien en fait les ouvriers de cette entreprise, d'accord, c'est eux qui découvrent le trésor, c'est eux qui sont l'inventeur du trésor, et l'entreprise de BTP qui les emploie, elle ne peut pas se constituer partie civile parce qu'on ne lui reconnaît pas cette qualité d'inventeur du trésor. Donc l'inventeur du trésor, c'est nécessairement une personne physique, en dehors de l'hypothèse très particulière et rarissime d'une entreprise dont l'objet social, ce serait de découvrir des trésors, et je n'ai pas connaissance qu'il y ait beaucoup d'entreprises comme ça en France. Si on remonte encore plus dans le temps, donc vous voyez là on arrive à des arrêts de 1978, des arrêts néanmoins, donc des arrêts publiés, donc des arrêts de principe. Alors là on est... attendez, il faut que j'arrive à la fin de l'arrêt, parce que l'arrêt... donc c'était sur, encore une fois, des histoires de lingots d'or qui avaient été découverts dans un jardin. Et, alors attendez, parce que là, avec les majuscules, c'est quand même particulièrement... ça fait un peu pleurer les yeux de lire ces arrêts maintenant. Et l'arrêt est, comme d'habitude, assez long, puisque c'est un arrêt de la chambre criminelle dans lequel on rappelle les moyens. Donc voilà la solution de la Cour de cassation, elle arrive ici. Donc, qu'est-ce qui s'était passé là? C'est... dans le cadre du nettoyage en fait d'une cave, les ouvriers vont découvrir en fait dans un coin de la cave, dans un papier ficelé à même le sol, une caissette qui contenait donc des lingots d'or à nouveau de 1 kg. Et évidemment, donc l'ouvrier qui a trouvé ça garde les lingots pour lui, et donc il se fait ensuite inculper pour vol. Au cas d'espèce, en fait, les juges du fond, et la Cour de cassation les approuve, les juges du fond ont considéré que la preuve était bien rapportée, en fait, de la propriété de ces lingots par les précédents propriétaires. Donc vous voyez que à nouveau, on se retrouve là encore sur cette deuxième des 3 conditions cumulatives de l'article 716. Pour qu'il y ait trésor, il faut bien que ce soit caché, enfoui, il faut que ce soit découvert par le fruit du hasard, mais surtout, il faut que personne ne puisse revendiquer la propriété de ce qui a été découvert. Donc voilà en fait pour vous donner un aperçu donc du contentieux finalement assez restreint de la Cour de cassation sur la question des trésors. Voyons ce qui s'était passé donc dans l'arrêt qui a donné lieu à la décision de la Cour de cassation. Vous avez donc, scénario très classique, une entreprise de BTP qui fait de la rénovation immobilière,
Donc cette entreprise-là, elle le fait sur le site qui appartient à quelqu'un d'autre, et on découvre 34 lingots d'or. Et la particularité de l'espèce ici, c'est qu'il y a eu un accord transactionnel, donc il y a une transaction qui a été conclue et qui a réparti, en fait, qui a fait une répartition de la valeur de ces lingots d'or auprès de, d'un côté, le propriétaire, donc le domaine de Failly, l'entreprise de BTP et les ouvriers qui ont trouvé le lingot. Et évidemment que dans ces cas-là, la transaction, personne n'est vraiment satisfait, et notamment il y a un ouvrier qui va prétendre avoir découvert tous les lingots et donc qui veut obtenir la moitié donc de toutes les sommes qui s'élèvent quand même à 1 million d'euros. Donc, il se retrouve en procès et la solution de la Cour d'agrégation, elle est importante sur deux choses différentes. La première chose donc, qui est importante, c'est que la Cour de cassation nous dit dans cet arrêt, et elle le dit pour la première fois de manière aussi nette, c'est qu'il peut y avoir plusieurs inventeurs d'un trésor. L'article 716, vous voyez, il nous parle que d'un trésor, d'accord, que d'un seul inventeur. La propriété du trésor appartient à celui qui le trouve, et si le trésor est trouvé dans le fond d'autrui, il appartient pour moitié à celui et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds. Donc vous voyez la seule chose qui est évoquée par le Code civil, c'est le cas où, en gros, il y aurait éventuellement deux propriétaires, et comme je vous l'ai dit dans la précédente jurisprudence de la Cour de cassation, c'est vrai qu'a priori, c'est toujours des personnes physiques qui sont propriétaires. Donc là, eh bien, la Cour d'appel nous a un raisonnement qui est le suivant. Elle nous dit, voilà, il n'y a qu'un seul ouvrier qui est l'inventeur du trésor. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui creusait avec sa pelle, d'accord ? Il est tombé sur ce morceau de béton, et il a fait appel à un autre ouvrier pour perforer la dalle avec je sais pas quoi, et c'est là qu'on a découvert les lingots. Mais, comme l'article 716 n'évoque que celui qui a découvert le trésor, qu'il n'y a donc pas de notion de co-inventeur, et donc c'est forcément Monsieur T, et non Monsieur Q, qui est l'inventeur du trésor. Et la Cour de cassation censure ce raisonnement, en nous rappelant donc la définition du trésor, et elle ajoute, et c'est ça qui est novateur dans cet arrêt, et c'est la première fois que la Cour de cassation le juge aussi nettement, c'est que lorsque la découverte procède directement d'une action de plusieurs personnes, chacune d'elles doit être qualifiée d'inventeur. C'est-à-dire que donc dans ces cas-là, eh bien effectivement la valeur du trésor, elle est divisée en deux entre le propriétaire du fonds d'un côté, les inventeurs de l'autre, mais parmi les inventeurs, s'ils sont 3, eh bien on divisera cette moitié-là par 3. S'ils sont 12, on le divisera par 12, et ainsi de suite. Et la Cour de cassation va donc casser l'arrêt de la Cour d'appel, puisque la Cour d'appel avait écarté la possibilité d'une pluralité d'inventeurs. Or, la pluralité d'inventeurs, c'est parfaitement possible, et ce n'est pas parce que l'article 716 du Code civil est formulé pour n'avoir évoqué que la situation de deux personnes, le propriétaire du fonds d'un côté et l'inventeur de l'autre, que nécessairement l'inventeur, il n'est qu'une seule personne physique. Ça peut être plusieurs personnes physiques dès lors que, ensemble, elles ont découvert, elles ont rendu visible le trésor. Donc ça, c'est le premier apport de l'arrêt. Le deuxième apport de l'arrêt, qui est assez amusant, c'est que, en fait, donc là, il y avait cette transaction. Et l'ouvrier en question, qui se réclamait être le seul inventeur du trésor, dit « cette transaction, en fait, elle n'est pas valable ». Elle n'est pas valable, pourquoi ? Parce que l'article 716 vous dit bien « on partage par moitié la valeur du trésor entre le propriétaire du fonds et l'inventeur de l'autre ». Donc on ne peut pas faire cette petite manigance, ces petites transactions qui ont été faites au départ, puisque la répartition de la valeur du trésor, elle est énoncée par le Code civil, donc on doit respecter en fait cette répartition. Et la première chose que nous dit la Cour de cassation, c'est que l'article 716, il est supplétif de volonté. C'est pas une disposition qui est d'ordre public, donc par une convention, par un contrat, d'une certaine manière, vous pouvez parfaitement déroger à cette répartition, en fait, qui est prévue par l'article 716 du Code civil. On peut parfaitement prévoir que l'inventeur percevra moins que les 50%, ou au contraire plus.
Donc ça, c'est la première chose que nous dit la Cour de cassation. Et puis après, la Cour de cassation revient sur une solution très classique en matière de transaction, c'est que quand il y a une transaction, c'est qu'il y a en fait une contestation qui est apparue entre deux personnes, et la transaction, et c'est sa définition légale, d'accord, par des concessions réciproques, elle va mettre un terme au litige, et c'est ça d'ailleurs qui va lui conférer en fait la force d'une véritable décision de justice. Donc pour qu'il y ait une transaction valable, il faut qu'il y ait des concessions réciproques. Or là, il n'y avait absolument aucune concession de la part des inventeurs à devoir renoncer à la moitié de la valeur du trésor. Et donc la Cour de cassation nous dit, cette transaction, elle a été faite sans contrepartie, et donc elle n'a aucune force obligatoire, conformément à ce qui est dit à l'article 2052 du Code civil, que vous pourrez vérifier par vous-même, d'accord ? Donc cette transaction, en fait, n'a aucune valeur juridique. Ce qui fait que, au final, donc vous avez au moins deux inventeurs qui sont les deux ouvriers qui, l'un avec sa pelle, l'autre avec son marteau-piqueur, ont mis à jour le trésor de ces 34 lingots qui valent 1 million d'euros. Et ces deux ouvriers, eh bien, en fait, ils vont recevoir 500 000 euros, qui est la moitié de la valeur de ce trésor, et on ne tiendra pas compte de la transaction qui a été faite là, et on ne tiendra pas compte dans cette transaction notamment que le fait que l'entreprise de BTP s'était gardée pour elle 7% en fait de la valeur de ce trésor, d'accord. Donc là, à nouveau, l'entreprise ne garde pas ce trésor. Donc voilà, en fait, c'est un arrêt que je trouve amusant, parce que c'est pas tous les jours qu'on voit passer des arrêts sur les trésors, et cette décision de la Cour de cassation est d'une certaine manière un petit bijou. À bientôt.